Bonjour à tous, on vous salue, bon appétit si vous êtes à table. Il est 12h31 seulement direct du ZCL, de RHT et de C10FM, comme tous les jours désormais depuis lundi. Nous allons commencer par l'ouverture du ZCL. L'ouverture aujourd'hui sera consacrée à la période climatique qui vient de passer sur les Antilles. Alors vous savez que toute la Caraïbe a beaucoup souffert récemment des Irma, de Maria, aussi bien à Saint-Martin, à la Dominique, aussi à Porto Rico. D'ailleurs, on a signalé plus d'1 millier de morts à Porto Rico. Et c'est donc les pays de la Caraïbe, ce qu'on appelle la CARICOM, vous savez, les 15 pays qui sont réunis dans cet ensemble qu'on appelle la CARICOM, ont décidé donc de se réunir et créer ce qu'on appelle la Caribbean Climate Smart Coalition. Alors, je vais expliquer tout à l'heure, puisque depuis lundi, le président français Macron a réuni ce qu'on appelle le One Planet Summit, un sommet de la planète. Il s'agit bien sûr de parler de climat et surtout des conséquences climatiques sur le monde. Et les pays de la Caraïbe, de la CARICOM, ont profité pour créer la première zone intelligente pour les risques climatiques. Alors, de quoi il s'agit exactement? Les dirigeants de la CARICOM ont donc pris une décision importante pour l'avenir de ces régions. Il s'agit du lancement d'une nouvelle coalition publique-privée pour créer la première zone intelligente pour le climat du monde, je le disais. Alors, l'annonce a été faite donc devant Macron et ces pays de la Caraïbe disent qu'il faudrait qu'on trouve le moyen d'aider les îles de la Caraïbe à aider leur dépendance coûteuse aux combustibles fossiles. Alors vous savez que dans nos pays, malheureusement en dehors du Venezuela, la plupart de ces pays et Trinidad sont très dépendants des combustibles fossiles et cela aussi, ça crée des conditions climatiques qui sont négatives. Et donc ces pays ont demandé à l'ensemble des pays du monde de se mettre ensemble et de voter une somme qui permettrait aux dirigeants de la Caraïbe réunis en panel mondial de créer avec la Banque mondiale, avec la Banque de développement des Caraïbes et des entreprises sympathiques de pouvoir créer ce fonds qui aiderait les pays de la Caraïbe à justement on peut le dire comme ça, à se revigorer après les cyclones, les ouragans qui les ont frappés, puisque je vous l'ai dit, la Dominique a été très fortement touchée, Porto Rico aussi, Saint-Martin, un peu moins c'est la Guadeloupe et les pays qui sont dans la CARICOM, malheureusement pour l'instant, Saint-Martin et Porto Rico n'y sont pas, mais au moins les pays comme la Dominique, comme Sainte-Lucie, comme Haïti qui est entré récemment et Cuba qui frappe à la porte, pourront, avec l'aide de Banque internationale, créer ce fonds d'aide qui servira justement à prévoir ces risques importants pour ces pays. Ça va s'appeler, je vous le rappelle, la première zone intelligente pour les risques sismiques avec un fonds d'aide qui devrait être financé par l'ensemble des pays du monde. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette annonce qui passera peut-être malheureusement inaperçue en Guadeloupe, mais nous tenions bien évidemment dans le ZCL à vous en informer. Voilà. Sinon, on se retrouve tout de suite avec nos invités habituels. Bonjour d'abord à Keïssa. Bonjour Danick. Qui va développer des titres tout à l'heure. Et puis la suite, dernier tome pour l'instant du Rouchicam avec Jean-Luc Divial. Bonjour. Bonjour Danick. Et aujourd'hui, nous allons parler spécialement de Noël, puisque c'est la période de Noël. Alors, le monde a cru que Noël, c'est un bien qui se tient en France, effectivement, puisque ni sapin, ni la neige, etc. Et beaucoup de Guadeloupéens, bien évidemment, sont un petit peu assez suspicieux quand il s'agit de mettre des sapins dans leur maison. On peut le comprendre. Tout à l'heure, avec Jean-Luc Divial, on va voir un peu l'origine même de ce Noël. Et d'ailleurs, c'est intéressant, puisque Martine, qui va nous rejoindre en fin d'édition, parlera de Noël, mais le Noël traditionnel. Et je profite pour rappeler à cette téléspectatrice de la région des Abîmes qui me disait « Noël n'a pas habité un nègre », ben justement, elle verra tout à l'heure en écoutant l'émission et les propos de Jean-Luc Divial, où la Noël l'a sorti. Sinon, pour l'instant, les titres de l'actualité, on se retrouve avec Keïssa. Oui, Danick, voyons les titres qui font l'actualité aujourd'hui. C'est avec une visite de terrain que nous commencerons le journal d'aujourd'hui. En effet, le président de région Harry Chalus a consacré une réunion au projet majeur de la commune de Déhay, mais également à celle de Pointe-Noire. Ils se sont finis avec des visites de terrain. Et nous poursuivrons avec la présentation publique du projet de réhabilitation et de valorisation de Capesterre-Belle-Eau. Elle a eu lieu sous l'égide du maire de la ville, Joël Beaugendre. C'était hier soir au préfectoire de l'école Sainte-Marie. Nous verrons le reportage. Et nous terminerons le journal d'aujourd'hui avec une pointe de sport.
en allant faire un tour au Salon du Nautisme. C'était ce matin à Paris. Nous verrons Willy Bessinte qui prépare activement sa 3e édition de la Route du Rhum. Voilà, merci Keïssa. Et je vous l'ai dit, 3e tome de nos rencontres avec Jean-Luc Divial autour de ce livre qui est sorti il y a quelques jours, l'origine égyptienne de la langue dite créole. Je dis bien dite créole, il faut désormais que nous disions quoi pas les Roussikam, mais nous c'est des Roussikamiens ou des Roussikamistes. Enfin, le terme progressivement viendra puisque je peux l'annoncer d'ores et déjà, d'ici le mois de mars, nous aurons une chronique Roussikam chaque lundi avec Jean-Luc Divial qui viendra expliquer aux Guadeloupéens qu'à ça y est aussi. Alors, Jean-Luc, merci pour ces 3 émissions, parce que malheureusement, ça se termine aujourd'hui. On a parlé beaucoup de l'écriture, on a parlé beaucoup de l'origine égyptienne du créole. Et aujourd'hui, puisque nous sommes dans la période de Noël, c'était normal qu'on parle un peu de cette tradition et expliquer un peu aux Guadeloupéens où la Noël l'a sortie. Alors oui, merci Danick. C'est moi qui te remercie de cette opportunité d'expliquer certains éléments de notre culture aux téléspectateurs de Canal 10 et aux auditeurs de Radio Haute Tension, voilà. Et c'est 10 FM. Oui. Alors, tu comprends bien que parler de Rouchikam, de l'origine d'une langue, de son lexique et de sa grammaire n'est pas complète. Notre étude n'est pas complète si nous ne sommes pas capables de donner du sens aux traditions qui sont les nôtres. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de parler de Noël et d'expliquer un peu sur quoi repose cette tradition. Alors voyez-vous, chers téléspectateurs, nos ancêtres, ce sont d'abord des scientifiques. Et toute la tradition spirituelle alors on va attendre peut-être pour les images, toute la tradition spirituelle de nos ancêtres repose sur la science. Mais pour mieux l'expliquer à tout le monde et à ceux qui ne mesurent pas les enjeux scientifiques, ils ont recours à des mythes. Et donc, quand ils conçoivent leur calendrier, puisque la première institution d'un État, c'est le calendrier, et plus il est stable, plus l'institution dure, ce qui a permis la grande stabilité du calendrier de l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, a permis quand même à cette civilisation de durer plus de 3000 ans. D'accord? Et donc, quand ils arrivent à constituer un calendrier de 365 jours, un quart, c'est parce qu'ils se sont rendus compte au fil de plusieurs années qu'il y a un phénomène dans le ciel qui se produit, qui est le lever héliaque du soleil, et qui est un phénomène qui se reproduit tous les 1460 ans. D'accord? Ça suppose que l'information circule au fil et se transmet. Oui. Voilà. Ce jour-là, ce qui correspond au jour de l'apparition des premières coups du Nil, l'étoile Sirius se lève en même temps que le soleil. C'est un phénomène qui est très très court, ça ne dure même pas une minute. Mais c'est sur cette base qu'ils vont constituer un calendrier qui est très très stable, et donc ils n'auront pas recours, par exemple, avec les déclinaisons et les écarts qu'ils mesurent, ils n'auront pas recours à l'année bissextile, c'est-à-dire rajouter un jour tous les 4 ans. Ils vont préférer assembler tous ces jours et au bout de 1460 ans, ajouter une année complète, ce qui fait que ça donne de la stabilité à toutes les activités, qu'elles soient agraires, artisanales, festives, ou enfin les fêtes religieuses et tout ce qui relève de l'administration de l'État. D'accord? Et donc aujourd'hui, dans un pays où on a un calendrier qui change, qui est modifié tous les 4 ans avec des rattrapages en fin d'année parfois de quelques secondes pour rester cohérent par rapport au mouvement des astres, on s'aperçoit qu'on a une grande instabilité puisque notre président il est élu tous les 5 ans, les députés, les maires tous les 6 ans. Enfin, vous voyez un peu que nous ne sommes pas du tout dans le même ordre. Alors, ils vont avoir recours à des mythes. Alors, la première chose qu'ils observent, à part ce lever héliaque du soleil qui se produit à peu près au niveau du 19 juillet, c'est un phénomène qui a lieu au mois de décembre. Alors, si le technicien veut bien nous diffuser la première image. Alors, voyez-vous, le 25 décembre, on a la ceinture d'Orion qui se retrouve dans l'alignement de la planète Sirius ou Vénus et aussi dans l'alignement du soleil. Et donc en fait, ceci sert de mythe pour dire que les rois mages, les 3 étoiles, suivent l'étoile du berger
qui va leur montrer l'endroit où va naître le Fils de Dieu. En l'occurrence, les mots du soleil et les mots du divin sont homonymes dans la langue, d'accord? Donc, ce phénomène-là va servir de support pour expliquer comment ils en sont arrivés à ajouter 5 jours supplémentaires au calendrier de 360 jours pour avoir 365 jours un quart. Donc, image suivante, s'il vous plaît. Alors, voilà, voilà représentée cette divinité dont on fête nos ancêtres fêtaient la naissance le 25 décembre. Il s'agit d'Osiris, Osiré, et nous voyons que par exemple il est exposé ici sur un tertre qui symbolise la vérité et la justice, qui est le tertre de la Maat, et ensuite de part et d'autre il y a des yeux. En fait c'est de l'écriture, parce qu'on nous dit voilà son nom. Si on veut savoir son nom, le scribe nous dit vous cherchez dans le registre pour savoir alors vous cherchez dans le registre, dans le lexique, les noms des yeux, les noms du visage, les noms de la face, et vous avez son nom. Image suivante s'il vous plaît. Alors, vous remarquez que dans la graphie pour désigner Osiré, nous avons aussi celle-là. Et on voit qu'il y a un petit rectangle qui symbolise une pierre. En réalité, ce dessin se retrouve aussi dans la graphie suivante. Image suivante, s'il vous plaît. Voilà, on la connaît, enfin, cette image, puisque c'est la même qui est ici. Et pourquoi? Image suivante. Non, c'est pas dans l'ordre, malheureusement. C'est pas dans l'ordre, malheureusement, il manque une graphie. Image suivante, s'il vous plaît. Non. Alors, on va revenir à la première, si vous permettez. Alors, en fait, si vous voulez, le nom de la pierre se dit Iner. Oui. Et cette pierre est symbolisée par justement ce rectangle que vous avez vu et qui se retrouve aussi dans la graphie du nom pour désigner Osiris. Ce qui signifie que, comme je vous ai expliqué, comme tous les mots d'une graphie se prononcent pareil, l'autre nom d'Osiris, c'est Iner, c'est la pierre. Et ceci est d'une importance. Alors, on va peut-être revenir aux deux précédentes images, s'il vous plaît, maintenant. Celle que vous avez affichée tout à l'heure. Voilà. Alors, on va voir que pour nos ancêtres, Osiris est né le 25 décembre. Donc, ça marque la naissance du calendrier. Mais il est perçu comme le père de la totalité. Il est le père de la multitude. Donc, c'est un père qui a une grande descendance. Pour nos ancêtres, Dieu, c'est un père qui a une grande descendance. Et il meurt pour que l'Égypte ait la vie. Il est associé à la pierre, au blé, à la vigne. D'accord? Et il est aussi associé au chiffre 9. Image suivante. Donc, vous voyez, son nom veut dire, Osiré vient de Os, qui veut dire beaucoup. Et c'est de là que nous devons la chanson, la petite comptine pour les enfants. Pi, 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 Océ, il y a du jus de coco, Océ. Ce Océ là, ça veut dire beaucoup, ça veut dire partout. Ensuite, il y a Iri qui veut dire les yeux, mais qu'on retrouve dans les langues africaines comme Djis, par exemple, qui veut dire face, visage, œil. On retrouve dans d'autres langues Djis, on retrouve Nié, on retrouve G, on retrouve Dissou. Et Dissou, c'est carrément la pupille de l'œil, la graine. Et c'est ce qui nous vaut notre expression pondissoupapède. Ça veut dire pondissoupapède, ça veut dire on n'a rien. C'est pas de l'argent en fait. Quand on dit soupapède, ça veut dire pas l'argent. C'est la pupille de l'œil, c'est la graine. Donc ça veut dire rien n'est perdu puisqu'on n'a pas perdu aucune graine. Voilà. Et donc on a dissous, mais on a aussi l'ISO, que nous connaissons comme nom de famille. Oui, voilà, c'est les yeux. Oui. Voilà. On a aussi Mouessou, on a aussi Moueza. Oui. D'accord? C'est pourquoi je disais que comme les noms de la divinité et les noms des rois sont homonymes, si on a Moueza qui est lié à la divinité, Moueza c'est une lignée royale. D'accord? Et nous avons aussi Diz, Yeso qui veut dire face, visage, et qui débouche sur Yeshua, Djis, et qui
donne le mot Jésus. D'accord? Et donc, en réalité, comme en hébreu, Yeshua signifie sauveur, l'homonymie entre le visage et la face et le mot sauveur est à l'origine du concept. C'est juste une déclinaison d'une tradition, en fait. Je ne veux même pas parler de plagiat ou d'emprunt. C'est la continuité des activités humaines qui entraîne cela. Donc ensuite, cela nous donne par exemple miso, comme nous avons dans notre chant, dans notre carnaval, Eda miso et tout ça. Ça veut dire ouvrez les yeux. D'accord. Eda, c'est du bambara. Eda, ça veut dire ouvrir et miso, c'est les yeux. Eda miso, ça veut dire ouvrez les yeux. Voilà. Image suivante, s'il vous plaît. Et donc nous continuons. Image suivante. Voilà. Et donc, pour faire court, on pourrait aller explorer le phénomène qui se reproduit dans toutes les langues africaines, quasiment. Mais les mots pour dire la pierre, d'accord, qui symbolise Oussiré, sont les mots pour dire le chiffre 9 et sont aussi les mots pour désigner le palmier raffia. Et donc, vous voyez que dans Antilouba, on a donc le 25 décembre, c'est le jour de la pierre, le jour de la nativité. Et en Chilouba, on dit dîner pour le jour, on dit dibois pour la pierre. Et donc, dîner, dibois, c'est le jour de la pierre et c'est aussi le jour de la nativité. Et donc, on a dibois. Ça ressemble à quoi, dibois? On y arrive. Donc, on arrive au fait aussi que dibois, c'est aussi le chiffre 9. Donc, vous voyez qu'on est bien dans la thématique de la spiritualité ancestrale égyptienne qui associe la pierre à Oussiré. Oui. Donc ceci nous conduit à Poix d'Ibois, mais aussi au dragées et aux pralines qu'on sert à Noël. C'est la fête de la pierre, vous voyez? D'accord? Ensuite, on a aussi d'Ibois qui symbolise le palmier raffia. Mais vous voyez que dans le contexte européen, il n'y a pas de palmier raffia. C'est un arbre africain. Oui. Donc, ça devient le sapin de Noël. Ah, le palmier se transforme en sapin. Le sapin de Noël. Oui. Voilà. Et ensuite, par exemple, le même dibois a la même racine que le mot dobri dans la langue bassa qui signifie la pierre, le caillou, et qui est à l'origine du mot dombri. Dombri, ah. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, on peut continuer, s'il vous plaît, image suivante. Et donc, vous voyez, ensuite, donc c'est ce qui nous vaut de manger des pois d'Ibois à Noël. Parce que, en fait, nos ancêtres, sans le dire, fêtaient leur tradition ancestrale qui était de fêter, de célébrer la fête de la pierre, la fête de la naissance de la divinité primordiale de l'Égypte, et non la naissance de Jésus. Donc, les colons, à l'époque de la traite négrière ou de l'esclavage, les colons fêtaient Jésus, mais nos ancêtres, sans rien le dire, parce que s'il y avait un enjeu, ils pouvaient perdre la vie là-dessus, eh bien nos ancêtres, la fête de la pierre, eux. Voilà, ils célébraient la fête de la pierre, ils célébraient leur divinité ancestrale. Ils mangeaient donc les pois d'Ibois qui ressemblent aux petites pierres. Exactement, exactement. Et donc, j'ai communiqué l'image, mais je ne sais pas si le technicien la retrouvera, on verra tout à l'heure. Et donc, parlons du Père Noël. Oui. Le Père Noël, vous avez vu que je vous ai dit que Osiris, c'est le Père de la multitude, le Père de l'abondance, le Père de la prodigalité. Et que fait le Père Noël? Le Père Noël, il distribue, il est d'un amour inconditionnel, il donne des cadeaux à tous les enfants. Et il est sur quoi? Il est sur un traîneau. Oui. Mais avec l'aide des langues africaines, on s'aperçoit en fait que les mots du traîneau, on peut revenir à l'image précédente s'il vous plaît, les noms du traîneau et les noms des canidés sont homonymes. C'est ce que nous dit le scribe là. Oui. Il nous dit que les mots du canidé et les mots du traîneau sont homonymes. C'est-à-dire qu'il les associe pour bien nous dire que si nous ne savons pas comment nommer le traîneau, cherchons dans les noms du canidé. Oui. Et vice-versa. Si nous ne savons pas comment s'appelle le canidé, cherchons dans les mots du traîneau. Et donc, vous voyez bien que le Lunda Kabwa, chien, est homonyme au Wuchikam Kabwa. Notre fameux Kabwa. Voilà, notre fameux Kabwa, véhicule à traction animale. Oui. Et donc, à Noël, le Père de la multitude distribue son abondance à tous les enfants de son traîneau. Oui. Et en fait, le traîneau, il symbolise Anubis, qui est une divinité psychopompe et qui va guider, parce que
Osiris va être mis à mort et il va être présenté. C'est l'image que vous avez vue au début quand il est présenté comme un crucifié, parce que c'est l'image d'un crucifié. Et bien à ce moment-là, c'est Anubis qui le guide. Et cette image-là, on va encore la retrouver pendant le carnaval, parce que Vaval, il est monté sur un char. Vous voyez? Donc c'est la même symbolique. Et donc offrir aux enfants des dragées à Noël, offrir des pralines, c'est encore la célébration de la fête de la pierre, mais cette fois-ci qui s'est retrouvée intégrée au rite chrétien. Oui, au rite chrétien et dans une dimension alimentaire. Voilà. Et donc nous continuons pour terminer. L'image suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, vous voyez, ici, c'est très important. Vous voyez, ici, c'est ce qui nous vaut la bûche de Noël. C'est la symbolique parce que, en fait, comme je vous ai dit, à Noël, en fait, il célèbre à la fois la naissance et à la fois la mort et la résurrection d'Osiré, qui est considéré par nos ancêtres comme le premier des ressuscités. Donc, ceci va être repris après, comme je vous le dis. Et donc, vous voyez que Lewondo Ok dit donner la vie par copulation. Ceci se lit ok, c'est un arbre couché, ça symbolise un arbre couché et un arbre couché qui sert de pont, c'est-à-dire entre l'univers visible et l'univers invisible, mais aussi le pont qui permet, entre les générations, le pont qui permet de transmettre la vie. Conséquence, eh bien, on a le bassa ok qui signifie le pénis. D'accord? Et donc c'est la racine du Wuchikam coq. Qui donne coq alors? Exactement. D'accord. C'est la racine du mot coq qui est le pénis, la verge, et donc les Wondo ok qui dit donner la vie par copulation nous fait comprendre que le mot coquet, ça ne signifie pas baiser, forniquer, ça signifie transmettre la vie, donner la vie. On est dans un autre registre, vous voyez? Et donc, pour cette symbolique-là de la transmission de la vie et du passage d'Osiré du monde visible vers l'invisible, nous vaut d'avoir la bûche de Noël. C'est ça symbolique. Et ensuite, les guirlandes qu'on met sur le sapin, les guirlandes qu'on met sur le sapin, les pommes de pin, sont encore des images qui sont liées à la cosmothéologie égyptienne, puisque ça symbolise le serpent Kongolo, qui nous donne le mot Kokolo et Kongolio. Donc vous voyez qu'il y a Kokolo l'animal, mais il y a Kokolo aussi qui est lié à la reproduction. Donc on reste dans le même voilà, qui reste dans le même registre de la avec le ok toujours. Vous voyez, donc on reste dans le même lexique, dans le même registre. Et donc les guirlandes de toutes les couleurs symbolisent justement les couleurs de ce serpent Kongolo qui lui aussi, tout comme le pont, le pont permet le passage entre le visible et l'invisible. Voilà. Et donc nous sommes à la fois dans le cycle de la vie, de la naissance, de la mort, de la régénérescence de la vie. C'est ce cycle-là qui est manifesté. Et en réalité, toute la cosmothéologie de nos ancêtres dit la science. Elle dit la science, mais elle a recours à des mythes pour permettre à ceux qui ne sont pas dans un registre scientifique de comprendre les enjeux. Parce que le but du mythe, c'est de préciser justement l'enjeu de la vérité. Et c'est comme si on met en présence du lecteur des éléments, exactement comme un prof de maths va donner l'énoncé d'un devoir et va lui dire « débrouillez-vous pour aboutir au résultat qui se trouve à la fin du livre ». Voilà. Bien. Donc, vous voyez, une fois qu'on a enlevé la neige, tout le reste est une fête africaine. D'accord. Ben, ça, c'était bien à savoir. Alors, dernière partie de notre dernier entretien, on revient un petit peu sur les noms, les noms des origines des noms, puisque hier, quelqu'un m'a interpellé, m'a dit, ouais, mais ils n'ont pas baillé tout, etc., etc. Bon, on ne pourra pas tout donner, ce sera dans les chroniques qu'on viendra, mais enfin, on peut dire quelques éléments sur les noms quand même. Oui, alors vous voyez bien qu'il est très important pour nous de connaître les mythes fondateurs de nos ancêtres, parce que cela nous renseigne sur le fonctionnement de notre société actuelle. Et donc, comme je parlais d'ordre social, donc on a les lignées royales, on a les classes d'artisans, des agriculteurs, des scientifiques, des prêtres. Et ceci, on le retrouve dans notre vie actuelle. Par exemple, les noms du divin sont associés au nom du sel et du natron, parce que c'est par
par ce procédé-là que la momie entre dans son processus de divination, de divinisation plus exactement. Et donc, le mot pour dire le sel, c'est natrium, mais ça vient aussi de néter, donc qui est un mot qui se retrouve dans notre lexique de l'Égypte pharaonique, et c'est aussi une Géli dans d'autres langues. Et donc vous voyez que les gens qui s'appellent Jéhu, les gens qui s'appellent Géli, sont liés à cela, mais aussi le divin qui est unique, qui est une divinité unique. Il ne faut pas... nos ancêtres sont des monothéistes, hein, oui, l'histoire de Dieu. Voilà, il faut se réconcilier avec la spiritualité de nos ancêtres en termes de connaissance, hein, pas d'adhésion forcément. Mais l'histoire de Dieu faucon, Dieu à tête de chacal, ça c'est pour ceux qui n'ont pas encore perçu le degré d'homonymie. Parce qu'en fait, quand on montre une divinité avec une tête de chacal, ça veut dire que le nom de cette divinité-là se trouve dans le lexique des canidés. Voilà. De même, par exemple, quand on montre Aceta avec un trône sur la tête, c'est une vierge, et bien il se trouve que le mot pour dire vierge, c'est justement un trône. Ouais. Donc voilà, et c'est aussi le nom pour désigner la lune. Donc, et puis, donc, le divin est lié à l'univers. Et c'est exactement ce qu'on retrouve, par exemple, dans le nom en lingala, pour dire l'univers, qui est Molongo, et qui est un de nos noms de famille. Oui, bien sûr. Je parlais hier de cette fameuse voûte céleste, et qui est liée aussi à la voie lactée, le lait. Et donc on retrouve les patronymes comme Abel, Abélie, Ibéné, Famibel. Vous voyez, ce sont des noms qui ont une origine Kikongo ou lingala, avant parfois de se retrouver dans la langue latine. Je parlais aussi des personnes dont le nom est lié aux yeux, au visage, à la face, et donc à Oussiré. Et j'ai cité par exemple le nom Osseux, et on peut ajouter Ousselin, Yerso, Liso, Moïso, Moisson, Issora, tous ces noms de famille que nous retrouvons chez nous sont en lien avec cette divinité primordiale de l'Égypte, et donc et aussi avec les yeux. Je citais hier par exemple la classe des parlementaires, ceux qui parlent au nom du peuple, et j'ai cité Noma, j'ai cité Djomié, mais je peux aussi citer Makambu, qui désigne l'assemblée parlementaire en elle-même. Vous voyez. Et donc, en connaissant les mythes fondateurs de nos ancêtres et en s'interrogeant et en s'intéressant aux langues du continent africain, eh bien, on peut retrouver la signification de nos noms de famille. Par exemple, il y a un symbole que beaucoup de gens connaissent, qui est la croix Ankh, la croix en C. Oui. Mais on dit Ankh aujourd'hui. Oui. Avec un K, oui. Mais anciennement c'était un G, donc Ong, et c'est la racine pour désigner le registre de la santé. Donc on a des gens qui s'appellent Nanga, par exemple, oui, des gens qui s'appellent Kanga, oui. Et toutes ces personnes sont issues des classes de prêtres et de médecins, vous voyez. Donc on arrive un peu à retrouver tout cela. Et vous savez, je vous parlais tout à l'heure de la croix Ankh, mais c'est le mot aussi, le mot zingue que nos gamins apprécient dans les cours de récréation quand ils jouent, vient de voilà, la racine, c'est la croix Ankh. Oui. Voilà. Oui. Vous voyez. Oui. Donc on peut petit à petit retrouver nos noms de famille et leur signification, même si, je dis bien, même si ce sont des noms d'origine indienne, on retrouve, parce que par exemple, on a des noms de famille, de patronymes indiens qui se terminent par Din. Oui. Et Din, Denia, c'est l'enfant. Donc pour dire l'enfant du soleil, on va dire par exemple, alors comment je... Gouvindin par exemple. Gouvindin, Saminadin, tout ça. Oui. Toutes ces terminaisons, ça veut dire l'enfant de, par exemple, quand je dis Ramasami, c'est enfanté par le soleil, par exemple. Quand je dis Ayasami, enfanté par la lune, voilà. On peut retrouver. Quand je dis Moutou Sami, ça veut dire le fils premier-né. Vous voyez. Donc, les langues africaines donnent une lecture
une autre lecture qui complète la signification de ces noms dans les langues indiennes. Il faut rappeler donc l'origine de l'univers, de l'homme, elle est africaine. Absolument. Et va après se diffracter un petit peu partout, s'étendre en fonction des climats et des situations géographiques, bien sûr sur des millénaires ou des millénaires. Oui, absolument. Il y a un chercheur, un collège de chercheurs russes qui ont démontré que les pronoms personnels sont quasiment similaires sur toute la planète. Donc voilà, et on peut, je le dis même avec le mot pour dire la Terre, on peut suivre les évolutions de l'espèce humaine, de leur sortie de l'Afrique jusqu'à leur expansion sur toute la planète. Juste avec le mot Terre, on retrouve toutes les correspondances et on sait, voilà, il y a une continuité. Voilà. Voilà. Bien, écoutez, on vous remercie Jean-Luc d'être venu nous expliquer ça pendant 3 jours. C'est moi qui vous remercie. Livre qui sera donc bientôt en librairie. Cette semaine, on confirme. Oui, on confirme. Oui, les livres sont là, donc voilà. Et donc Jean-Luc qu'on va retrouver, je vous l'ai dit, au mois de mars sur une chronique régulière. Le lundi, il viendra parler de ça en plus en détail. En tout cas, si vous avez si vous avez raté cette série d'émissions, je vous conseille de prendre le www.zcl.tv. C'est le replay de ces 3 jours d'émission, lundi, mardi, mercredi. Et donc, vous pouvez vérifier ça. Et puis, sinon, rendez-vous dans l'ouvrage. Je conseille, il faut une petite publicité. Oui, il faut acheter parce qu'il ne faut pas copier, acheter, comme on dit pour les CD. Il vaut le coup. Et c'est une Bible qui vous permettra de suivre un petit peu l'origine de notre langue, le Roussicam, désormais, en bédi créole encore, Roussicam, jusqu'à ce que vous soyez tous initiés. Voilà, il est 13h01. On va prendre la pause de publicité nécessaire, on va respirer un petit peu et puis après on va retrouver Keïssa tout à l'heure pour le développement du journal. Voilà, il est 13h exactement et 7 minutes. On va recevoir tout à l'heure Roland Michel qui va nous dire pourquoi il a poussé un coup de gueule à propos des assises de l'outre-mer, puisque vous savez que depuis quelques semaines, on parle beaucoup de ces assises de l'outre-mer. Est-ce que ça servira à quelque chose? Est-ce que c'est encore du pipeau, comme on dit en français? Bien, avec M. Roland Michel, tout à l'heure, qui est conseiller du FTP, on va pouvoir en parler. Sinon, bien, on va revenir à l'actualité tout de suite avec un rappel des titres avant le développement de l'information. Et c'est Keïssa Mangus. C'est avec une visite de terrain que nous commencerons le journal d'aujourd'hui. En effet, le président de région Harry Chalus a consacré une réunion au projet majeur de la commune de DM, mais également de Pointe-Noire. Elles se sont finies avec des visites de terrain. Et nous poursuivrons avec la présentation publique du projet de réhabilitation et de valorisation de Capesterre-Belle-Eau. Elle a eu lieu sous l'égide du maire de la ville, Joël Beaugendre. C'était hier au préfectoire de l'école Sainte-Marie. Nous verrons le reportage. Et nous terminerons le journal d'aujourd'hui avec une pointe de sport en allant faire un tour au salon du nautisme. C'était ce matin à Paris. Nous verrons Willy Bissant qui prépare activement sa 3e édition de la Route du Rhum. Mais pour l'heure, comme je vous le disais, dans la matinée d'hier, le président de région, Harry Chalus, a tenu à consacrer une réunion au projet majeur de la commune de Déhay, puis un peu plus tard en après-midi au projet de celle de Pointe-Noire. Elles ont eu lieu dans les mairies respectives entre le président de région et les maires en présence d'élus et de techniciens. L'occasion pour eux d'aborder les dossiers prioritaires pour le développement économique de leur commune. Des réunions qui ont été poursuivies de visites de terrain. Voyons le reportage, Maxime Morel. Il n'y a pas de petite commune pour moi en Guadeloupe, il y a des communes de Guadeloupe. Et comme je l'ai dit dernièrement, nous accompagnons à hauteur des projets présentés. Ce n'est pas parce que vous êtes une grosse commune que vous aurez plus de subventions ou de petites moins. Non, ce sont les projets. Réussir la région Guadeloupe, c'est réussir dans chaque commune, accompagner chaque commune à se développer. Vous savez, il y a les fonds européens, il y a la participation de l'État. Il y a aussi la participation de la commune parce que la région, le département peuvent nous apporter des subventions, des accompagnements. Mais si la commune elle-même
n'a pas son apport personnel, le projet ne pourra pas démarrer. L'aide de la région est primordiale pour la commune. Et chaque fois qu'une commune reçoit une grande collectivité, eh bien on dit merci parce que c'est toujours des centimes, enfin de l'argent qu'ils apportent à contribuer au développement de la commune. Et la commune de Pointe-Noire en a besoin pour être accompagnée dans tous ces projets. Et je dis merci à M. Chalus, président de la région Guadeloupe, et bien de venir faire une séance de travail avec nous cet après-midi. Et comme je vous le disais également, c'est avec plaisir qu'hier, le maire de Capesterre-Belle-Eau, Joël Pogendre, vous recevait dans le cadre de la présentation publique du projet de réhabilitation et de valorisation des squares Christophe Colomb et parc Hubert Rollin. Un événement qui s'est déroulé en début de soirée d'hier au préfectoire de l'école Sainte-Marie. Les images de Vianney Valvert. Il s'agissait pour nous de rencontrer la population et de leur parler du projet d'aménagement que l'on a autour du square Christophe Colomb et aussi Hubert Rollin. Il était important de voir les usagers avant même de commencer pour savoir si ça allait dans leur sens. Et comme je le dis, plus on est de fous, plus on rit, plus on a été là aujourd'hui. On a collecté un certain nombre de pondérations qui a été données à notre projet. Mais je remercie à la fois les deux Samaritains qui sont avec moi et aussi M. Lakia qui est de Sainte-Marie, d'avoir pu concrétiser ce chantier d'insertion auquel nous, effectivement, nous adhérons. Réaliser des travaux dans un quartier par les jeunes du quartier, on essaie de sensibiliser un maximum de personnes parce que bon, pourquoi pas intégrer ces jeunes-là au lieu de voir pour des entreprises extérieures pour réaliser ces travaux-là et ensuite pour refaire ces travaux encore dans 5 ans suite aux dégradations. Sachant on a mûri cet esprit, c'est-à-dire de réaliser ce chantier-là en chantier d'insertion par les jeunes du quartier de Sainte-Marie, donc en espérant que ça va aboutir et aussi que ce quartier, enfin cet aménagement sera pérenne. On espère juste qu'il ne va pas tarder, qu'il ne va pas prendre trop longtemps et que tout le monde va adhérer parce qu'on en a besoin. Voilà, il est 13h12. Je vous l'ai dit, nous recevons Roland Michel qui est conseiller de la FTPE et donc on le reçoit surtout parce que Roland Michel a poussé un coup de gueule que vous verrez sur le site caribcreolnews.com, mais il est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour l'ami. Alors, première question, Roland Michel, vous avez eu un parcours un petit peu particulier avant de vous retrouver conseiller du FTPE. Je suis revenu en Guadeloupe fin 2008 après un parcours au niveau de l'Agence française de développement dans de très nombreux pays, aussi bien africains que dans l'outre-mer français. Justement, on a reçu il y a quelques semaines le directeur de l'Agence de développement qui était ici et j'avoue que pour beaucoup de gens, on ne comprend pas très bien le fonctionnement de cette agence. Est-ce que c'est une agence qui aide vraiment ou bien est-ce qu'elle vient pomper? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus avant de parler de votre coup de gueule? Alors bon, il faut dire que j'ai quitté depuis déjà presque 10 ans l'Agence française de développement et c'est un outil français qui a énormément évolué puisqu'il a, je crois, plus que triplé son volume d'activité depuis mon départ. Oui. Mais c'est un organisme financier qui distribue... C'est pas une banque. Non, ce n'est pas une banque. C'est un organisme d'État financier qui distribue des ressources financières qu'elle lève sur les marchés internationaux et qu'elle distribue soit sous forme de subvention à un certain nombre d'États sous-développés, soit sous forme de prêts, et elle a une activité qui est plus marginale dans l'outre-mer, puisque ça représente à peu près 15% de son activité globale. Mais alors, ces prêts qui sont attribués, les taux sont... on va dire similaires à ceux des banques ou supérieurs ou inférieurs? Non, ils sont inférieurs puisqu'ils ont une bonification qui vient de l'État français et en plus le mode de gestion interne à l'AFD amène à des coûts de gestion plus faibles et elle n'a pas de vocation à faire outre mesure les bénéfices. Il n'y a pas de bénéfices? Oui, il y a des bénéfices quand même. Oui. Et à une certaine époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y avait même une petite distribution des résultats à l'État. Alors, est-ce que, c'est peut-être la dernière question sur l'AFD, est-ce que c'est un moyen pour la France d'étendre son influence économique sur ces pays du tiers-monde, de l'Afrique, Haïti, etc. Ou bien est-ce que on va dire, c'est de la générosité?
si ça existe encore. Bon, alors je dirais tous les grands pays, non seulement occidentaux, mais tous les grands pays ont des outils d'aide au développement qui ont une double vocation. Effectivement, une vocation de mieux faire connaître, j'allais dire, la dimension positive de la France notamment, mais également de soutenir l'action de leurs entreprises, bien évidemment. Et donc, il y a une double vocation, mais bon, j'allais dire, en dehors des ONG, on ne connaît pas de pays qui ont une pure vocation générosité gratuite sans quand on donne, c'est qu'on essaie de recueillir quelque chose de l'autre côté, qu'on soit en numéraire ou en influence. Oui, c'est plus en influence. Enfin, je vous dirais, pour les pays sous-développés, c'est exclusivement en influence, puisque ce sont les subventions. Alors, dernière chose, et que j'aimerais essayer de comprendre, puisque j'ai eu l'occasion d'interroger ici des représentants de l'AFD, est-ce que, logiquement, l'AFD devrait intervenir dans nos régions, Guadeloupe, Martinique, Guyane, dans la mesure où c'est un organisme qui intervient plutôt dans les pays qui sont indépendants, les pays étrangers, d'une manière générale? Alors, c'est une particularité, ça. Je ne pourrais pas totalement répondre, mais la présence de l'AFD est historique, puisque l'AFD est ici depuis l'époque où il y avait le franc local. Ça a été l'émetteur de la monnaie locale. Ensuite, elle a été l'actionnaire de référence des banques de développement dans l'ensemble de l'outre-mer. Et même en Indochine, on la retrouve déjà en Indochine déjà, à l'époque. Oui, enfin à l'époque de la guerre, quand De Gaulle était à l'extérieur, il fallait bien que la France de l'outre-mer puisse quand même rayonner. Mais en ce qui concerne l'outre-mer, en même temps qu'elle mettait en place les banques de développement, elle faisait des financements aux collectivités, puisque la Caisse des dépôts n'existait pas dans l'outre-mer. Et il fallait bien remplir ce rôle. D'accord. Alors, venons-en un petit peu à vous-même, puisque vous êtes, vous l'avez dit, un bastérien. On a quand même le sentiment que Bastia ne se développe pas beaucoup au regard de... Si vous voulez, on compare un petit peu le paysage guadeloupéen entre la Grande Terre, région Bimao, Gauzy, Pointe-à-Pitre et Bastia, il y a comme un déséquilibre. Oui, et quelle est la question? Justement, pourquoi ce déséquilibre? Pourquoi on a eu un président de région qui était bastérien, enfin du sud, et on n'a pas vu qu'on fait un petit peu le bilan, on n'a pas sentiment quand même que le développement de Bastia aussi accentué. Moi, je ne porterai pas un jugement sur le plan politique, même si je peux avoir un avis personnel. Économiquement, je parle là. Mais économiquement, comme vous le savez, le déclin bastérien remonte à l'éruption de la Soufrière. Oui. Et 76. Et on a eu depuis effectivement un certain nombre des investisseurs bastériens qui étaient importants, qui sont partis, qui ont préféré aller sur la Grande Terre ou même à l'étranger. Ils ne sont jamais revenus. Et ils sont très peu revenus parce que l'économie n'a pas redémarré. Il faut dire que l'économie bastérienne reposait aussi sur deux piliers. Le premier, c'était la banane qui aujourd'hui pèse de moins en moins dans l'économie. Et puis le deuxième, j'allais dire, c'est toute sa dimension administrative et de capital, service public, et administratif, et donc vivait essentiellement des transferts des salaires des fonctionnaires, et de moins en moins les administrations de plus en plus se décalent vers alors est-ce que Bastia c'est toujours la région une capitale ou un chef-lieu comme on appelle? Elle reste encore une capitale administrative, jusqu'à ce que éventuellement d'autres... Parce que vous savez comment, je ne sais pas si vous étiez là à l'époque de la Soufrière, on a failli transférer... Absolument, ça a été un combat, je crois même de Mme Michaud-Chevrier. De Mme Chevrier à l'époque, pour maintenir Bastia comme... Et de M. Panchard. Et de M. Panchard, vous maintenir Bastia comme capitale. Alors revenons donc à ces assises de l'outre-mer et de ce coup de gueule sur une lâcheté collective, tous coupables. Pourquoi vous dites ça? Alors, il faut dire que moi j'ai écrit ce message début novembre en fait, en constatant avec regret que M. Macron a annoncé depuis qu'il était candidat qu'il allait lancer des assises de l'outre-mer, et
quand il a été élu, on savait que ces assises allaient arriver. Oui. Et on est restés tous sans exception. Les politiques, les syndicats patronaux salariaux, la société civile et nous-mêmes tous, on est tous restés à attendre que ce soit l'État qui lance impulse, plutôt que nous-mêmes, j'allais dire, de se dire peut-être qu'enfin il y a on a en face de nous un interlocuteur qui veut vraiment changer les choses. Nous aurions dû proposer un projet collectif. Et là on se trouve dans la situation où on finit par se réveiller au dernier moment et on est dans une logique lobbyiste. Chacun va aller pleurer individuellement. Alors vous dites c'est totalement inefficace. Vous dites que nous avons une addiction à l'État, ou plus exactement à l'État hyper-providence. Mais l'État est pour providence. Il a dit quand il est arrivé en Guyane, Père Noël, c'est fini. C'est bien en cela que je conclus ma note coup de gueule en disant nous devrions anticiper le fait qu'on compte depuis des décennies sur l'État hyper-providence et le candidat président Macron a bien dit que c'est terminé. Donc de deux choses l'une, soit on est capable d'anticiper cette évolution et on ne l'a pas fait pour les emplois aidés par exemple, soit si on ne l'anticipe pas et qu'on fait des propositions précises, constructives à l'État, de toute façon il va retirer les subsides qu'il nous accorde, progressivement. Alors est-ce que... On a bien vu qu'il y a à peine 15 jours, Madame la ministre a dit qu'elle va annoncer un grand ménage sur les aides qui sont allouées et qu'on va passer dans un régime de frugalité. Absolument. Et justement, en parlant de ça, dans votre courrier toujours, je rappelle que je cite ce courrier, les assises de l'outre-mer, coup de gueule sur une acheté collective, tous coupables, écrite par M. Michel. Vous dites sans être exhaustif, la surnumération des fonctionnaires et la défiscalisation sont des exemples patents d'une utilisation perverse des moyens de l'État. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire détester par les fonctionnaires qui attendent toujours à la fin du mois leurs 40%? Je pense que je vais peut-être me faire détester de beaucoup de monde, mais je considère que si nous continuons à jouer la politique de l'autruche, de toute façon on va supprimer les 40%. Vous savez que chaque gouvernement le dit, mais finalement personne ne l'a fait. Moi je suis convaincu, pour avoir eu l'occasion de travailler quand j'étais en Afrique avec les services de Bercy, je sais qu'à un moment, quand il n'y a plus de moyens, il faut bien chercher où on peut économiser de l'argent. Donc je suis personnellement, vraiment, je parle à titre personnel, je suis convaincu qu'un jour ou l'autre les 40% disparaîtront. Et si on n'est pas capable d'anticiper ça, bien évidemment, supprimer la surrémunération ne veut pas dire la supprimer à ceux qui l'ont. Il n'en est pas question, ça serait une hérésie. Et puis là, on met tout l'outre-mer à feu et à sang. Il est question par contre de réfléchir, de se dire pourquoi on n'a qu'une catégorie de salariés qui bénéficient de ce dispositif qui a l'inconvénient d'être par ailleurs d'être destructeur d'emploi. Et donc, idem pour la défiscalisation. La défiscalisation, j'estime là aussi que là, on incite fortement les entreprises et particulièrement les toutes petites entreprises à surinvestir au-delà de leurs besoins. Ce qui a pour conséquence à la fois d'augmenter le prix des matériels qui sont acquis et surtout de créer une rente pour les cabinets qui gèrent ce dispositif. Bien sûr. Mais alors, donc il y a moyen, au moins sur ces deux plans-là, de voir avec l'État dans quelle mesure on peut trouver des solutions gagnantes en redéployant ces moyens. Alors, pour revenir à votre coup de gueule, on vous explicite au fur et à mesure, on va vous dire, c'est bien de critiquer, mais quelles sont les propositions de la FTPE? Alors là, on n'est pas au niveau de la FTPE. C'est une... Non, je vais vous dire, c'est une contribution personnelle que j'ai faite en début novembre. J'ai eu l'occasion de rencontrer le président Nagam et de la lui montrer, et il m'a dit, mais de la présenter en rajoutant que j'étais conseiller de la FTPE. Donc ça veut dire que la FTPE
peu ou prou, partage l'essentiel de mon message. Oui, alors. Mais je ne parle pas au nom de la FTPE. D'accord, mais alors, quelles sont les propositions qu'on peut faire, qu'on aurait dû faire en début de ces assises si les gens s'étaient mobilisés, par exemple pour les TPE, parce que vous savez que les très petites entreprises guadeloupéennes, ce sont elles qui, pour l'instant, peuvent encore créer des emplois. Ce sont les seuls. Les seuls qui peuvent encore créer des emplois, même si chaque TPE crée un emploi pour son propre gérant ou son propre responsable, mais enfin c'est toujours un emploi. Qu'est-ce qu'on pourrait leur demander de faire pour ces assises? Quelles propositions pourraient être faites, même si ce n'est pas au nom de la FTPE qu'on Alors, parle? à l'issue effectivement de ce coup de gueule, avec la FTPE, nous avons rédigé un projet que nous allons présenter aux assises. Mais effectivement, nous allons avoir une démarche de lobbyiste TPE. Oui. Et les propositions porteront notamment sur les grandes priorités des TPE pour survivre, parce que n'oublions pas que 98% du nombre d'entreprises sont les entreprises de moins de 10 salariés en Guadeloupe. Oui. Alors la priorité numéro 1, c'est le renforcement des fonds propres des entreprises. Oui. Donc il faut que le dispositif de défiscalisation soit réorienté dans cette logique. Vous pensez que c'est soit en passant jouable? C'est assez simple, c'est assez facile à mettre en place. Il existe un outil, mais qui est aujourd'hui inefficace, qui s'appelle la SAGIPAR, qui peut être abondé par des ressources de défiscalisation ou par des interventions directes des Guadeloupéens. La Guadeloupe, c'est en nous. Pourquoi les Guadeloupéens n'investissent pas directement dans des petites entreprises en défiscalisation? On a une structure locale qui s'appelle Caraïbes Angel qui fait ce travail, mais à toute petite échelle, puisque là on a seulement une quinzaine d'investisseurs, qui d'ailleurs pour l'essentiel sont martiniquais. C'est ça un peu le paradoxe, c'est que ce sont des investisseurs martiniquais qui aident les petites entreprises guadeloupéennes à se développer. Il y a aussi un problème de la formation. Alors on a également la nécessité de mettre en place un appui complet de A à Z pour les petites entreprises, non seulement pour les aider à améliorer leur management, mais aussi et surtout à comprendre, j'allais dire, la jungle de dispositifs d'aide qui existent. Et là-dessus, le tout petit patron d'entreprise, j'allais dire, qui a peut-être un salarié, il est obligé d'aller regarder au moins une dizaine de structures pour savoir laquelle est pertinente pour son besoin. Donc il faut là aussi qu'on mette en place un dispositif. Avant, ce travail devait être fait par Guadeloupe Expansion, qui était l'agence de développement, qui elle a disparu. Donc il faut remettre en place un dispositif et la FTPE est prête à mettre en place, avec l'aide de la région, les moyens qu'il faut pour ça. Alors, autre solution que vous envisagez, c'est une stratégie de développement économique, puisque souvent les petites entreprises, les très petites entreprises naissent, mais elles meurent aussi parce que mauvais management et manque de fonds propres, et aussi absence d'une véritable stratégie de développement. Alors, disons une stratégie, je ne sais pas si on peut pas parler totalement d'une absence de stratégie, mais d'une stratégie qui est mal ou pas connue des Guadeloupéens. Et là-dessus, soit elle n'est pas connue parce qu'effectivement elle n'a pas été suffisamment définie avec eux, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet pour savoir quels sont les secteurs sur lesquels, même si on sait aujourd'hui que la région va pousser très fort sur tout ce qui touche au secteur du tourisme, on a des besoins. Mais il y a aussi un autre problème majeur, c'est celui des arriérés des collectivités à l'égard des petites entreprises. Et là aussi, il faut mettre en place des dispositifs pour en sortir. Voilà, Michel, ça va être la dernière question. Il est 13h28, on va prendre la pause de pub. Est-ce que vous croyez aux assises, leur efficacité? Je ne vais pas dire joker. Je vais pas dire joker, mais je dirais de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on réponde. L'État annonce quelque chose, même si ça va être comme les États généraux, il faut y aller. Après on aura tous les arguments pour dire bon vous nous avez encore raconté les histoires, mais si on joue la politique de la chaise vide, c'est nous qui aurons tort. Bien, merci en tout cas Roland Michel d'être venu éclairer les Guadeloupéens, surtout les chefs des petites entreprises, sur ces assises de l'outre-mer et bien
sûr avoir parlé, non pas au nom de la FTPE, mais enfin, conseiller entre guillemets spécial des FTPE. Je rappelle que ce texte que vous avez publié peut être lu sur le www.caraibecreolenews.com, le site de référence, si vous voulez savoir ce qui se passe dans notre pays. Voilà, il est 13h29, on prend une page de publicité. On va retrouver tout à l'heure Martine pour la chronique culturelle et bien sûr la suite du journal avec notre ami Kessa Zorobabel. Voilà, 13h34, retour sur le ZCL en direct de RHT, bien évidemment, de C10FM, avec Martine qui est déjà arrivée. Bonjour Martine. Bonjour Danick, comment ça va? On va la recevoir tout à l'heure. Mais avant, on fait un dernier rappel des titres avant de développer. Le prochain titre, c'est Kessa Zorobabel, avec un Z. C'est avec une visite du terrain que nous avons commencé le journal d'aujourd'hui. En effet, le président de région, Henri Chalus, avait consacré une réunion au projet majeur de la commune d'EDM, mais également celle de Pointe-Noire, et se sont finis avec des visites de terrain. Et nous poursuivrons le journal avec la présentation publique du projet de réhabilitation et de valorisation de Capesterre-Belle-Eau. Elle a eu lieu sous l'égide du maire de la ville, Joël Beaugendre. C'était hier soir au préfectoire de l'école Sainte-Marie. Nous verrons le reportage. Et nous terminerons le journal d'aujourd'hui avec une pointe de sport en allant faire un tour au salon du nautisme. C'était ce matin à Paris. Nous verrons Willy Bissant qui prépare activement sa 3e édition de la Route du Rhum. Mais pour l'heure, on est avec Martine. Bonjour Martine. Bonjour chère jeune fille, comment allez-vous? Ça va et toi? Bah écoute, moi je suis bien, tu as vu, j'ai décidé aujourd'hui d'être au naturel, voilà, sans maquillage, apprécier la qualité de la peau, sans maquillage, les cils, non pas ténitant, alors bon, bon moi j'ai oublié mes lunettes aujourd'hui. Bon, alors Martine, nous sommes à la veille de Noël, alors je vous résume les épisodes précédents. Tout à l'heure, grâce à cet ouvrage qui s'appelle Roussicam, j'ai déjà fait beaucoup de promos pour ce bouquin. L'écrivain qui est l'auteur, Jean-Luc Divial, est venu ici tout à l'heure, il nous expliquait. Je l'ai vu. Vous l'avez vu? L'origine africaine de Noël. Alors bien évidemment, ça tombait bien, puisque je sais que dans votre chronique aujourd'hui, Martine, vous allez nous parler de Noël, et moi, je suis très réticent sur les sapins, les trucs blancs qu'on met sur les sapins. La neige. Ah, la neige, sur des noailles, toutes ces choses-là. Je me disais, c'est bien sorti de l'autre côté, à pas bien en moins, et j'étais très réticent. Il vient d'expliquer que le Père Noël, c'est d'origine africaine, c'est une tradition africaine, puisque vous savez que le monde même noir a donné naissance au monde en général, et que tout sort de l'Afrique, que les choses se sont dispersées, et ce sont en fait des récupérations. Et il a donné un exemple très concret, les pois d'ivoire. Alors, dans la nouvelle façon d'appeler le créole, on n'appelle plus créole, on appelle Roussicam, le pois d'ivoire, son métier africain, et même égyptien, c'était Didibois, et il a expliqué ça très rudement. Et c'est intéressant parce que vous allez parler du Père Noël, mais dans une autre dimension. C'est à vous, Martine. Écoute, oui, je trouve que c'est très intéressant. En tout cas, merci de me donner la parole. J'ai entendu un tout petit moment du passage de ton précédent invité. Oui, je vais parler des origines de Noël, pas nécessairement du sapin, hein, donc je vais quand même dire bonjour à nos auditeurs et également aux téléspectateurs et à toute ma petite fan club, mon petit fan club qui maintenant commence à me suivre. Je vous raconterai une autre anecdote tout à l'heure, puisqu'on y viendra. Bon, donc oui, je vais parler de Noël parce que nous sommes dans l'esprit, dans les temps de Noël, tout s'active autour de ça, les magasins sont remplis de jouets, et puis les s'étalent également de bons produits, de jambon de Noël d'ailleurs qui n'est pas plus de Guadeloupe que le reste, mais il aura dit c'est en nous. Ah, pas vrai, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Alors avant de commencer cette rubrique sur les origines de Noël, donc nous allons pouvoir croiser les fers, Danick. Au sommaire, l'éphéméride de ce jour, nous nous approchons à grande vitesse de ce fameux jour, celui de l'an qui va clore l'année 2017 et celui de Noël. Alors nous sommes aujourd'hui le 13 décembre et nous sommes le 347e jour de l'année. Il ne vous reste plus que 18 jours pour faire bombance avant de changer d'année, ce 31 décembre. Et nous entrons dans la 50e semaine. C'est la Sainte-Lucie, mais aussi des Lucettes, des Josses, des Josselins, etc. Au sommaire aujourd'hui, le vent de Noël souffle, je vous l'ai dit. Alors, on va parler de Noël et surtout de tradition avec l'origine du Père Noël. Peut-être. Peut-être, puisqu'il y a des contradictions qui sont face en face. Une tendance mode, toujours dans Noël, mais là, je vais vous parler cuisine. On va manger de bonnes choses, une bûche.
faut pas se casser les dents dessus. Et puis peut-être des petits gâteaux secs aussi, mais qui sont la tradition de Noël. Et enfin, eh bien, si tout va bien, je veux vous parler d'un petit agenda. Allez, on commence tout de suite parce que c'est un big event que celui qui s'approche, celui de Noël. Alors, on approche de Noël, c'est un moment magique, vous le savez, les enfants rêvent, ils piaillent, ils attendent le sapin de Noël avec impatience et les cadeaux que le petit papa... Ah, j'ai bien parlé de petit Papa Noël qui l'apporterait sous les sapins. Pas de Maman Noël, on en parlera la semaine prochaine d'elle. Mais le Papa Noël, il emmène les cadeaux sous le sapin. Mais d'où vient-il ce monsieur tout rouge et bonhomie, pom 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 pom? D'où vient-il? Une question me taraude l'esprit. Quelle est l'origine du Père Noël? Où est-il né pour commencer? Eh bien, qu'on l'appelle Father Christmas, qu'on l'appelle Santa Claus en anglais, qu'on l'appelle Weihnachtsmann en allemand, la prononciation n'est pas garantie, ou Père Noël, sa fonction principale est celle de distribuer des cadeaux aux enfants sages. Son contraire, c'est le Père Fouettard. On en parlera aussi la prochaine fois. Et il passe la nuit du 24 pour distribuer des cadeaux dans la cheminée, quand il ne tombe pas dans la cheminée ou qu'il n'est pas coincé dans la cheminée parce qu'il a un gros ventre, etc. Et son sac sur le dos avec plein de cadeaux. Ça rime, vous avez remarqué? Oui. Il est donc ce Père Noël, il a été inventé par qui? Alors, on parle de l'Afrique. Oui. Un grand nombre de personnes aujourd'hui s'accordent à dire que c'est grâce à Coca-Cola que nous avons un Père Noël aussi rouge, aussi ventripotent, parce qu'en 1860, un illustrateur du New-Yorkais invente ce personnage qui viendrait distribuer des cadeaux aux enfants. Et il se base sur l'histoire de Saint-Nicolas. Il est habillé de blanc et de rouge parce que la légende veut que Coca-Cola, qui lui ait attribué cette couleur, parce que dans la période de Noël, ils vendent moins de soda et ils se sont dit, puisque ce personnage qui est si notoire et qui passe partout, si on lui faisait boire un petit coup de coca, peut-être que ça réveillerait les envies. Et c'est ainsi qu'ils ont retravaillé le dessin du Père Noël, qu'ils ont retravaillé en tout cas le personnage, qu'ils l'ont habillé de rouge et blanc, emblème de Coca-Cola, et qu'il serait devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais beaucoup de détracteurs disent que c'est pas vrai. Coca-Cola s'est arrogé cette légende. Effectivement, elle a contribué à faire connaître cette couleur rouge des habits du Père Noël, mais en tout cas, c'est pas Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. Et c'est la dernière fois que je prononce leur nom. Voici la vraie histoire du Père Noël. Baissez les lumières, les enfants soyez sages, je commence à raconter son histoire. À l'origine, il y a la Saint-Nicolas. Et la Saint-Nicolas était un évêque qui a vécu à la fin du IIIe siècle en Turquie. Généreux, il voulait faire le bien autour de lui. Et la première fois, la toute première nuit où il est descendu dans une cheminée, c'était pour faire des cadeaux à deux sœurs qui étaient très très pauvres, qui étaient dans une misère noire, sans jeu de mots. Et donc, d'ailleurs, il est tombé dans la cheminée et il s'est retrouvé couvert de suie. Mais en tout cas, il a distribué des pièces d'or pour permettre à ses sœurs très 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 pauvres de pouvoir se nourrir. Ce brave type est mort de manière, comment dirais-je, dans la solitude, un 6 décembre, et ce fut longtemps à cette date que les enfants reçurent des cadeaux en Allemagne et aux Pays-Bas à la Saint-Nicolas. Donc voilà, ça c'est cette histoire, Coca-Cola, on l'a dit, etc. Je passe parce qu'il y aurait beaucoup à en dire, mais le paroxysme de ce Père Noël qui a pris beaucoup de place, c'est qu'il était en train de faire de l'ombre à Noël, mais cette fois-ci au petit Jésus. Alors les catholiques et puis un certain nombre de personnes ont voulu le brûler. Ils ont donc brûlé l'effigie du Père Noël à New York, mais malheureusement les États et les personnes et les enfants, tous ont défendu le Père Noël, et le Père Noël est devenu ce qu'il est devenu, à savoir dans les années 70, même Françoise Dolto prend à son tour parti pour le Père Noël, alors que la question se pose de savoir si on peut mentir aux enfants. Grande question, parce que le Père Noël existe-t-il ou n'existe-t-il pas? Eh bien, à vous de répondre à cette question. Si vous pensez qu'il existe et que pour vos enfants, il faut que ce Père Noël existe parce que c'est dans l'imaginaire, il récompense, il est joyeux, il est plein de vie, il distribue des cadeaux, pourquoi ne pas le faire vivre? À vous de continuer à construire cette histoire. Et où vit-il ce Père Noël? Eh bien, certains disent qu'il vit, pour les Finlandais, il vit au pôle Nord. Pour d'autres, il vit dans le Groenland. Pour d'autres, eh bien, il vit dans le cœur des enfants.
Voilà l'histoire du Père Noël. Alors pour les Danois par exemple, celui-ci, eh bien, il vivrait en Sibérie. En tout cas, il a une adresse, le Père Noël. Les enfants peuvent lui écrire. Et puis, si vous pensez que le Père Noël, eh bien, il ne doit pas exister, faites un peu d'imagination. Et il y a un peu d'imagination et proposez quelque chose d'autre. Alors, dans le monde et ailleurs, le Père Noël, c'est un Père Noël qui est extrêmement populaire. On le fête partout dans le monde, de la Chine au Japon, en passant par la France et en passant par la Guadeloupe, même si nos traditions ne sont pas celles-ci. Mais on fête Noël aussi et le Papa Noël. Chacun lui donne un petit nom. Je vous ai dit Santa Claus pour les Américains, également pour les Hollandais c'est Sinterklaas, et puis aussi Father Christmas, et puis comment on dirait pour les Espagnols, je me souviens pas. Mais tu dois savoir, tu parles espagnol, non? Saint-Basile en Grèce et au Chili, Papigel en Russie. Voilà pour le Père Noël, il est célébré partout, je vous l'ai dit, donc bon Noël à vous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Maman Noël viendra vous rendre visite la semaine prochaine. Soyez vraiment là, présents, parce qu'elle aura des belles surprises. Alors chez les Africains, c'est l'origine, c'est aussi rien, enfin je dis ça. Ouais. Jean-Luc a expliqué ça tout à l'heure, mais c'est intéressant d'avoir deux points de vue sur la question, comme ça, de cette manière, les Guadeloupéens qui nous regardent, ils pourront réfléchir un peu, dire qu'il y a une origine africaine de la fête de la Nativité, qui n'est pas la fête de Noël, mais que le Père Noël tel qu'il est aujourd'hui, c'est une déclinaison d'une histoire qu'a vécu nos ancêtres africains, mais il y a bien des millénaires. C'est pas aujourd'hui là, parce que quand les premiers humains quittent l'Afrique, ils émigrent un peu partout, et au fur et à mesure de leur immigration, ils changent de couleur. Et ils amènent également... Mais ils gardent des traditions, et le Santa Claus probablement revient du terme hoc, qui est effectivement ce qu'expliquait tout à l'heure monsieur Divial. On continue, Martine. Alors rapidement, pour vous donner juste par exemple au Mexique, comment fête-t-il Noël? Bien, du 16 au 24 décembre, ils fêtent Noël, et c'est une façon de recréer le voyage de Joseph et Marie au travers de leur tradition, de Nazareth à Bethléem. Et pendant les festivités, on prie, on reconstitue des scènes de la Nativité, on chante, et les enfants sont invités à casser des piñatas, ces fameux gros objets en papier dans lequel il y a plein de cadeaux, il faut frapper dessus pour faire tomber les cadeaux. Aux Philippines, c'est un pays très catholique, c'est l'un des pays les plus catholiques de toute l'Asie. Et bien chaque matin, pendant les 9 jours qui précèdent Noël, les croyants célèbrent la messe du coq, appelée ainsi parce qu'elle a débuté à 4 h du matin. Chaque soir, on allume devant les maisons... Du coq, la messe du coq. Ah, du coq qui chante. Du coq qui chante, voilà. Parce qu'elle débute à 4 h du matin et chaque soir, on allume dans les maisons la parole, une lanterne en forme d'étoile qui rappelle celle de David et qui a guidé les rois mages. Voilà pour la magie de Noël et en tout cas du Père Noël. Je reviendrai sur ce sujet la semaine prochaine, mais avec Madame Noël qui sera parmi vous. Enfin, je crois. Ah bon? Il y a une Madame Noël? Ben oui, s'il y a Monsieur Noël, forcément, il y a une femme. Hein. Ah bon? Il y a un petit monde Noël aussi, alors? Ah ben ça, après... Mon Noël et Père Noël, voilà, je vais faire quand même. Leur enfant, c'est joyeux Noël, bonne année. Bon, cuisine, parce il est né le divin enfant, c'est bien. C'est peut-être la nativité. Le cuisine, voilà, donc je vous propose une recette incontournable sur votre table de Noël, la fameuse bûche de Noël. Tout le monde la connaît, mais elle a tellement de versions. Moi, je vous en propose une qui est très très facile. La bûche de Noël, elle est faite avec une pâte à tartiner qui commence par un N que tout le monde connaît. Qui est aux noisettes, que tout le monde aime. Vous avez tous cela chez vous. Alors la petite fiche recette que je mettrai sur le site, c'est promis, c'est la bûche au Nutella pour 4 personnes. C'est très facile. 5 cuillères à soupe de Nutella, 120 g de sucre en poudre, 40 g de farine, 4 œufs. Vous préchauffez votre four. Pendant ce temps, vous cassez vos œufs, vous séparez le blanc des jaunes. Vous fouettez les jaunes. Voilà, avec du sucre, jusqu'à ce que ça blanchisse. Tu te rends compte, on fouette des jaunes jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Il y a un problème là encore. Pendant ce temps... C'est un peu raciste, hein, ça. Pendant ce temps, dans un autre saladier, cette fois-ci, vous fouettez les blancs. Ah oui, ils deviennent noirs. En neige. D'accord. Et quand vous pourrez les blancs en neige aux jaunes qui sont devenus blancs, si vous comprenez quelque chose, vous avez beaucoup de chance. Martine, vraiment, étalez donc vous avez le sens de la formule. Étalez cette pâte sur une feuille de cuisson, vous mettez au four pas plus de 10-15 minutes. Vous laissez prendre sa forme et ensuite vous la déroulez, vous la tartinez et vous la roulez et vous remettez encore de la crème au chocolat au-dessus. Vous faites prendre au réfrigérateur. Voilà.
pendant quelques heures et ensuite vous servez à température ambiante en ayant mis par-dessus des petits personnages. Vous trouverez la recette complète ainsi que celle qui va suivre des petits sablés spécial Noël qui sont très bons, c'est délicieux pour les enfants, très très facile à faire. Vous qui n'avez pas beaucoup de temps, eh bien je vous mettrai ces deux recettes pour accueillir le Père Noël. Pourquoi pas, s'il passe chez vous, vous aurez des petits sablés à lui offrir. On passe à un agenda rapidement autour de Noël. On a encore 2 minutes et demie. Eh bien, c'est suffisant. Deux films de circonstances autour de Noël. Vous avez au cinéma La Deuxième Étoile, ça tombe bien, de Lucien Jean-Baptiste. Il y a eu la première, et là c'est la Deuxième Étoile. Oui. Le film de Lucien Jean-Baptiste avec Firmin Richard, bien évidemment. Elle sera en projection le 16 décembre prochain au Ciné-Théâtre du Lamentin. Ah bon? Je vous raconte l'histoire quand même. Jean-Gabriel, que vous connaissez, qui est le personnage central, joué par Lucien Jean-Baptiste, a décidé d'emmener toute sa petite famille passer les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer normalement. C'est sans compter sa maman, Firmin Richard, qui débarque des Antilles et qui n'a pas prévenu, bien évidemment. Alors donc, elle débarque. Ses enfants, eux, ils n'ont pas envie de partir parce qu'ils ont leurs copains. Jojo, son copain, lui confie son humeur, le humeur. Une énorme machine, et sa femme, elle doit s'occuper de son père qu'elle n'a pas vu depuis un bon bout de temps, etc., etc. La famille, c'est sacré pour Jean-Gabriel, Noël aussi, donc il fera tout ce qu'il faut pour partir. Et c'est bien ça, la trame du film. Je pense que Fou Rire seront de la partie. Le second film que je vous recommande, j'irai les voir et je vous en parlerai, ça s'appelle Santa et compagnie. Donc là, Santa venant de Santa Claus, Père Noël, c'est toujours au Ciné-Théâtre du Lamentin, mais ça sera le 26 décembre, du 26 décembre au 2 janvier, pardon. Ce film, c'est un film d'Alain Chabat. Avec Alain Chabat, avec Audrey Tautou, avec un certain nombre de personnes. Et là, rien ne va plus à l'approche du réveillon. Les 92 000 lutins qui doivent préparer et fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades. Donc, pas ni pour monde qui a travaillé en case là. Pas de cadeaux, donc Noël ne sera pas prêt à temps. C'est un coup dur pour Santa Claus, le Père Noël. Il est bien embêté, il n'a pas le choix, il doit se rendre d'urgence sur la terre avec ses reines, il en a 8 en général, pour chercher un remède et trouver une solution. Il arrive, il devra trouver des alliés pour l'aider à fabriquer ses jouets de Noël. Vous savez qu'Alain Chabat, c'est un sacré personnage et que ses films ne sont pas piqués des vers, c'est le moins qu'on puisse en dire. Donc je vous recommande ce film pratiquement les yeux fermés. Et puis puisque nous sommes toujours dans l'esprit de Noël, eh bien figurez-vous, à la question de Danick tout à l'heure, qu'est-ce qui naît du Père et de la Mère Noël? C'est Jésus. Et Jésus, il fête à la pointe. C'est ce que nous dit Kamo Djaka avec son prochain spectacle. Jésus fête la pointe avec Kamo Djaka, place des Martyrs de la Liberté à Pointe-à-Pitre le 16 décembre. Un spectacle gratuit dans le cadre des festivités de Noël. L'Académie du Cas, j'ai dit Kamo Djaka, pardonnez-moi. L'Académie du Cas vous convie à une mise en scène autour d'une scène de crèche créole. Vivant devant l'hôtel de ville, c'est l'émerveillement, le mystère et la nativité présente dans un spectacle qui va enchaîner des chorégraphies, des chants, des danses, etc. Voilà, et puis toujours dans le cadre de Noël, concert Noël solidaire, je reparle de celui-ci le 16 décembre. Avec Carole Venutolo, qui se tiendra, donc là aussi c'est une soprano, qui se tiendra ce Noël solidaire à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre. Donc je vous recommande là aussi d'aller voir ce spectacle parce que je suis certaine qu'il va vous combler d'aise. Alors bien sûr il y a les chantés Noël, mais je voudrais vous appeler aussi à la solidarité, même si c'est hors du cadre de Noël. Là je reprends un tout petit peu une casquette de sérieux, je vous ai parlé de tous les chantés Noël. Vous les connaissez, vous savez où vous allez les trouver, il y en a partout. Il y en a un demain à 18h au Moule. Il y en a un demain à 18h au Moule. Merci Danick, mais il suit ce garçon. Hein. Si je ne te connaissais pas, je te ferais fabriquer en double exemplaire. Même en quadruple. Ouais. En quadruple. Il en faut beaucoup. Hein, donc 18h avec le groupe Précision, effectivement. Mais un joli chanté Noël vous attend. Donc vous êtes priés de venir nombreux. Et dans ce Noël-là, on fait comme en temps longtemps. Chaque monde qui amène un petit bitin, un petit bray, un petit manger, nous a posé tout ça. Qui ça sera là?
Et donc voilà. Donc je voulais vous parler, vous donner une petite information qui concerne, je vous lis ça parce que c'est très très vite. Bonjour à tous et à toutes, c'est envoyé par monsieur Joël Verdol. Vous connaissez la lutte que mène notre association Envie Santé pour protéger la population guadeloupéenne de la surexposition aux pesticides. Philippe Verdol et sa femme Joël Verdol. Ah d'accord. Après une procédure intense contre un arrêté préfectoral, puis contre 3 ministères majeurs, environnement, santé, agriculture, nous avons eu gain de cause devant le Conseil d'État. Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement, n'a alors eu d'autre choix que de prononcer la fin de l'épandage aérien en Guadeloupe, Martinique ainsi que sur l'ensemble du territoire français. Ce fut une grande victoire pour les 3 associations guadeloupéennes Envie Santé, qui étaient à l'initiative de la plainte, d'Amazona et AFSA, qui ont porté ce recours. Aujourd'hui, il s'agit toujours pour nous d'exiger la mise en sécurité sanitaire de la population, mais cette fois par rapport au chlordécone. Comme vos combats, le nôtre est de longue haleine, cette demande à la fois de la détermination, cela demande de la détermination, du courage, mais aussi beaucoup de confiance en la générosité des personnes que nous sollicitons. Pour plus de précision sur notre démarche, veuillez vous rapporter à la pièce jointe. En fait, ceci étant dit, c'est simplement parce qu'ils ont mis en place une plateforme de crowdfunding, de collaboration sur KissKissBankBank pour recueillir des fonds. Il leur faut 20 000 €, donc faites passer le message. Allez sur le site de KissKissBankBank pour voir pour ça, ou rapprochez-vous de Philippe Verdol pour avoir le lien, pour faire un don, pour les aider, parce que cette lutte qu'ils sont en train de mener, c'est pour nous tous Guadeloupéens. Et je pense qu'ils ont besoin de vos dons. Quel que soit le montant que vous allez donner, ça sera positif. Merci Martine pour le CSM et rapidement avec Issa. Oui, on part à quelques kilomètres d'ici puisque les parents ayant choisi la crèche Bambinos Palace située à La Jaille sur le territoire de la commune de Bémao n'ont dans leur très grande majorité pas trouvé de solution de repli pour pallier la fermeture de la structure au 31 décembre 2017. Aussi, à l'instar des alternatives qu'il leur reste aujourd'hui, les parents ont élevé une crèche au ciel ouvert sur la place publique ce matin face à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Même si la rupture qui intervient entre la crèche et les parents semble ne relever que de la sphère privée, l'accueil régulier des enfants âgés de 0 à 3 ans ne peut s'étioler en silence. Un reportage de Chris Kevimani. Alors après 2 réunions, ce qui s'est passé, nous avons pu constater avec le représentant de l'État, le secrétaire général de la sous-préfecture, ça n'était pas de sa compétence. Je dis bien pas de sa compétence. La seule compétence qu'il a pour lui, c'est que les routes de Guadeloupe et la Guadeloupe, qu'il n'y ait pas de problème, que ça ne soit pas entravé. Mais il ne nous a pas donné de réponse positive à ce qu'on attendait. La deuxième personne qu'on a rencontrée a été le directeur de la petite enfance au conseil départemental, qui a été sur le même sens du représentant de l'État, en disant que ce n'était pas de leur compétence de gérer un problème privé, de droit privé. Mais nous, parents, nous disons qu'au 31 décembre 2017, date butoir, nos enfants seront dans la rue. Et nous serons dans la rue accompagnés de nos enfants parce que nous ne savons pas qui pourra garder nos enfants jusqu'à la date d'aujourd'hui. Nous irons jusqu'au bout de notre combat. Donc nous avons dit très clairement, collectif Guadeloupe Mouvement qui a accompagné les familles parce que nous-mêmes, collectif Guadeloupe Mouvement, nous sommes des petits gens qui sont en crèche. Donc si toute crèche fermée, imaginez le désastre social là qui est en train de programmer. Imaginez ça. Et bizarrement, pour le monde pas responsable de rien, pour le monde pas comprendre des désastre social là. Alors nous avons dit très clairement, nous avons fait ça qu'il y a à faire. Dans les jours qui viennent, pour faire en sorte que nous ayons des véritables décisions politiques qui prennent le pays Guadeloupe, parce que nous ne pouvons pas comprendre que là, c'est Memorial Act. Ni bateau à touristes, tout partout dans le pays Guadeloupe. Nous avons trouvé l'argent pour faire tout bombardement, mais pas ni l'argent pour nous occuper des petits gens dans le pays Guadeloupe. Ça, inacceptable. Donc nous avons dit nous prenons toute responsabilité, nous les parents qui prennent toute responsabilité parce que ça n'est pas normal en pays là. Ça, là effectivement, c'est pas moins de 100 travailleurs qui sont dans la rue là. Nous rendons compte 100 travailleurs dans la rue là, famille, 500 personnes dans la rue là. À de qui pays nous y est là, pas ni monde ces politiques là.
Et comme je vous le disais, le skipper guadeloupéen Willy Bissant prépare actuellement sa 3e édition de la Route du Rhum. Présent au Nautique de Paris, au Salon du Nautisme de Paris, il nous a souligné que son budget n'étant pas encore bouclé, mais il reste optimiste. Reportage Maurice Cessé. Oui, ben moi je suis skipper, donc je prépare ma 3e Route du Rhum, après avoir participé en 2010 et 2014. Et donc voilà, moi je me prépare sur un nouveau bateau, j'ai un Open 50, donc c'est dans la catégorie Rhum Mono. Et voilà, je finis l'année au bout d'une grosse année de travail où il fallait, après l'acquisition du bateau, il fallait le préparer pour le rendre navigable puis transatable en solitaire. Et en novembre dernier, j'ai effectué ma première traversée en solo avec ce bateau, parce que c'est ma 5e traversée en solitaire. Et donc ça s'est très bien passé et je suis qualifié pour la prochaine Route du Rhum et le travail continue. Je suis là pour travailler et passer à la 2e étape maintenant, l'optimisation du bateau, puis la course. Alors la journée déjà à terre, c'est pas... Moi ce qui me plaît là-dedans, c'est que c'est pas... on n'a pas des journées types. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans le monde, dans ce monde nautique, c'est que voilà, je ne pourrais pas vous dire on a des journées types, parce que justement on s'ennuie pas, on fait beaucoup de choses différentes. Aujourd'hui je suis au salon, demain je pars à Lorient voir mes préparateurs, débriefer avec eux, récupérer du matériel et rentrer en Guadeloupe dimanche. Donc vous voyez, moi c'est une vie très simple, et moi ça me correspond très bien. Tout, mais non, tout est c'est très sympathique, on rencontre des gens, on ne se connaissait pas, on fait des rencontres et on avance sur les dossiers avec, on a avancé un petit peu avec la région aussi. L'objectif aussi c'était d'avancer avec la région, sur la participation de la région, sur l'aide de la région pour les skippers, notamment moi, parce que bon voilà, je cherche des partenaires activement. J'ai déjà un certain nombre de partenaires, GMA, Calistat, le CIMEC en Guadeloupe qui va me donner maintenant aussi un gros coup de main. Franck De Sam de GMA qui m'a donné déjà un gros coup de main. Et donc voilà, il faut continuer parce que pour l'instant sur un budget de 350 000, j'ai récolté que 45 000 €, vous imaginez? C'est vraiment pas beaucoup. Et donc c'est une grosse bagarre enfin bagarre, j'aime pas trop ce mot, mais c'est un gros engagement, c'est un gros travail pour rechercher les fonds. Donc souvent on me dit alors t'as bouclé ton budget? Mais vous y voyez, 45 000 sur 350. Je sais pas si on peut parler de boucler. Voilà, il est exactement 14h01 Keïssa, on va clôturer le journal, on se retrouve demain. Oui, mais nous n'avons pas dit bon appétit à nos auditeurs et téléspectateurs. Bon appétit. Bon appétit, si vous êtes encore à table, ceux qui m'étonnent à 14h, mais enfin, si ils ne sont pas manger, mangez parce que nous ne pouvons pas manger. Et aussi, on se retrouve demain, je le disais, avec Richard Victor Saint-Silly, qui est un artiste plasticien. On va le recevoir à partir de 12h30 avec Marie-France Goujoetna, comme chaque vendredi. Et bien sûr, nous lui poserons toutes les questions qu'il faut. Et demain, spécial demain, important, nous recevons en direct le groupe Soft avec Richard Dier, qu'est-ce que je raconte, Fred Dier et tout son orchestre, pratiquement, ils seront 3 ou 4 ici, et ils vont présenter leur dernier album avec une chanson extraordinaire qu'il faut écouter et aimer, Tigouane. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Mr. Z comme Brice, comme Zorobabel et comme Danick. Non. Comme Zandronis. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain.